Le secteur de la microfinance au Togo est en plein essor depuis quelques années. Un taux de croissance annuel de dépôts monétaires auprès des institutions de microfinance IMF ou des systèmes financiers décentralisés SFD. Cela s'est également révélé dans des données récentes de la BCEAO sur la situation de la microfinance dans l'espace UEMOA. En effet, il ressort que le pays a enregistré une croissance à fin décembre 2023 de 6,5%, notamment au quatrième trimestre de l'année, soit une augmentation en valeur absolue de 22,5 milliards de francs CFA. Cela constitue la troisième plus importante hausse dans l'espace UEMOA derrière le Sénégal qui est à 6,6% et le Bénin à 9,5%. Par ailleurs, les microfinances sont encore considérées par des décideurs politiques comme un outil permettant de mettre fin à la pauvreté qui touche un pan important de la population dans le monde. Le Togo, quant à lui, fut l'un des premiers pays à adopter le modèle de la microfinance et qui l'a considéré comme un outil important de développement et de réduction de la pauvreté. Le Togo entend garantir à l'horizon 2030 un accès universel à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable. Ceci à travers le mécanisme dénommé Fontinga depuis 2022. Après une première phase dans les régions du nord, du centre et des plateaux, le programme est désormais opérationnel dans la région maritime. Ainsi, le mécanisme va également permettre aux populations des régions maritimes de bénéficier des installations électriques intérieures basse tension ainsi que l'acquisition des équipements électriques nécessaires. Avec l'arrivée de l'initiative dans la maritime, les populations économiquement vulnérables de la zone vont se connecter au réseau électrique pour un montant initial de seulement 1 000 francs CFA mensuels à payer sur une période de 10 ans. Rappelons que depuis son lancement en 2022, le Fontinga a bénéficié à près de 300 000 personnes à travers les régions des savanes, de la Kara, du centre et des plateaux. D'ici 2030, le projet ambitionne le branchement de 1 200 000 ménages sur l'ensemble du territoire. 74% des décès maternels enregistrés ont eu lieu dans les centres de santé et la plupart de ces décès étaient évitables. C'est la conclusion du rapport d'évaluation de la qualité des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants dans les structures de santé au niveau de certains districts du pays. Le centre hospitalier préfectoral de Vaughan, d'Aného, de Ngotché, de Sotoubois et au CHU Campus Lomé ont été évalués à partir de juillet 2023 sur la qualité de leurs soins. Les évaluations ont relevé l'état défectueux et ne respectant pas les normes d'incinération dans ces centres. Il est aussi relevé l'insuffisance d'entretien des locaux, la non-systématisation des ports de gants, la rupture de stock de sang et de produits sanguins labiles dans ces centres de santé. Selon les évaluateurs, la première cause de décès évitable des mères, c'est l'hémorragie. La commission d'évaluation a aussi relevé qu'il y a une insuffisance dans la qualité des supports de collecte de données de base, comme les registres non adaptés, les registres mal remplis, l'insuffisance de protocoles de soins. Dans les centres de santé concernés par ce rapport, on note aussi une insuffisance de ressources humaines marquée par l'absence de spécialistes comme les néonatologues, les pédiatres et les gynécologues. L'honneur de vous investir candidat du PPACI à l'élection présidentielle. L'annonce est accueillie par des cris de joie. Laurent Gbagbo, 78 ans, est officiellement le candidat de son parti pour briguer un deuxième mandat présidentiel en 2025. Lors d'une cérémonie de plus de 3 heures, le PPACI a présenté ses 10 priorités pour 2025, avec en premier lieu la santé, l'éducation et le logement. Laurent Gbagbo a affirmé ne vouloir faire qu'un seul mandat. J'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique.
Nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Mais l'ancien président, qui a déjà dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans avant la crise post-électorale de 2010-2011, est toujours inéligible à cause de sa condamnation dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO. Il a été gracié, mais pas amnistié, ce qu'exige son parti depuis son retour en Côte d'Ivoire. On ne met pas de pression, mais ce n'est pas normal à un citoyen de lui arracher, sa citoyenneté. Donc nous, on est venus pour plaider pour que son nom soit réinscrit. Raison pour laquelle on veut montrer à l'international que Gbagbo, c'est notre candidat. Ouais. Nous le suivons. Il n'a pas terminé, il faut qu'il termine. C'est notre baobab, c'est notre géniteur. Il faut qu'il termine. Et l'art qu'il a, personne d'autre n'a cela. Ce n'est pas de revanche. Laurent Gbagbo, il n'a pas fini son travail. Il n'a pas fini sa mission. Il faut qu'on finisse sa mission d'abord. Quand il y a un problème dans un village, c'est toujours le vieux du village qui règle ce problème. Donc je pense qu'il y a un problème dans ce village qui est la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un jeune qui n'a même pas, il n'a pas la superficie du village qui va venir régler le problème. Désormais, place au terrain. Il reste au PPACI 1 an et demi pour convaincre les électeurs. Alors qu'aux dernières élections locales, le parti de Laurent Gbagbo n'a remporté que 2 communes. Au Niger, la Cour d'État devait se prononcer ce 10 mai sur une éventuelle levée de l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. Mais l'institution a renvoyé l'affaire au 7 juin prochain pour reprise des débats. Elle accède ainsi à la demande des avocats de l'ancien président concernant le report de l'audience, au motif que leurs clients n'avaient pas été notifiés valablement de la procédure en cours et n'avaient pas pu communiquer librement avec eux. Pour le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, le renvoi de l'affaire permettra un débat contradictoire au procès pour que le droit à la défense puisse être pleinement assuré. Renversé le 26 juillet par un coup d'État, Mohamed Bazoum est accusé par les militaires au pouvoir de complot et apologie et financement du terrorisme. Il est toujours détenu à la résidence présidentielle à Niamey avec sa femme. Explosion de joie au siège de Mahamat Idriss Déby. Même scène de liesse dans les rues de N'Djamena. Ses partisans célèbrent cette large victoire, les militaires aussi, par des coups de feu tirés en l'air. Mahamat Idriss Déby. Un peu avant, vers 21h30, la commission électorale annonce 61% pour le fils Déby, 18,5% pour son premier ministre Succès Masra. Les résultats provisoires sont donnés une dizaine de jours plus tôt que prévu, mais ils sont significatifs et le président se veut rassembleur. Je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Mais une heure avant l'annonce, Succès Masra revendique aussi sa victoire et dénonce des falsifications. À tous les Tchadiens qui ont voté pour le changement, qui ont voté pour moi, je vous dis, mobilisez-vous pacifiquement. Faites-le dans le calme, avec un esprit de paix, comme vous vous êtes montré, en pensant à l'avenir que nous allons construire ensemble. Le lendemain, dans les rues de la capitale, des affiches célèbrent déjà la victoire de Mahamat Idriss Déby. Mais dans la population, les résultats divisent. Le président a travaillé dur et nous a permis de sortir de la période de transition. Nous commençons un nouveau chapitre avec lui. Je ne cautionne pas sa victoire. Je n'accepte pas sa victoire parce que c'est quelque chose qui a été truqué. Les risques d'une crise politique sont élevés. Aucune mobilisation ne s'est tenue ce vendredi, mais la capitale reste sous étroite surveillance des forces armées. La Somalie demande aux Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général Antonio Guterres, le ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Moalim Fiki a déclaré que la décision faisait suite à un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. La MANUSOM a aidé le gouvernement à rétablir la paix et la stabilité face aux attaques du groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda.
Son mandat actuel expire le 31 octobre. Fiki a demandé la conclusion rapide des procédures nécessaires pour y mettre fin avant la fin du mandat. Cette mission onusienne a travaillé en étroite collaboration avec les soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. La Somalie a établi un gouvernement de transition fonctionnel en 2012 et s'efforce de reconstruire la stabilité face aux attaques extrémistes et à la piraterie croissante. Ils évacuent à leur tour ce samedi, à bord de tout ce qui roule. Voitures de luxe, tracteurs, utilitaires chargés à bloc, un poulailler embarqué ici. Des habitants des quartiers Est et Ouest attenant au centre de Rafah ont reçu un nouvel ordre d'évacuation immédiate de l'armée israélienne. Ils nous ont appelés 3 fois et les voisins sont venus pour nous dire de partir vite. L'évacuation concerne tout le quartier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre de mourir les uns sur les autres? On a décidé de partir. C'est mieux. Des milliers de civils ont été avertis qu'ils se trouvaient dans une zone de combat dangereuse, quartier administratif inclus. La consigne, c'est de rejoindre la zone d'El Mawassi et de Khan Younes, 10 km plus loin. 300 000 personnes ont ainsi quitté Rafah ces derniers jours, selon Israël. Certains disent ne pas en avoir les moyens. Honnêtement, je n'ai pas de tente. Elles ont toutes été distribuées et je n'ai pas d'argent liquide pour me payer un véhicule et déménager mes affaires. Lui reste donc pour l'instant, alors que la zone de combat s'élargit à Rafah, où plus d'1 million de déplacés ont trouvé refuge depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Jusqu'ici, les autorités israéliennes évoquaient une opération terrestre limitée dans cette ville frontalière avec l'Égypte, sous pression de Washington, qui dit suivre la situation de très près. Je ne dirais pas que ce que nous avons vu ces dernières 24 heures indique une offensive terrestre majeure de grande ampleur. Le porte-parole de la Maison-Blanche prend acte par ailleurs de l'impasse entre parties belligérantes. Il n'y a plus personne autour de la table, constatait vendredi John Kirby. Les combats se déroulent de facto dans plusieurs localités de la bande de Gaza.